Alors, en marge de progression, par rapport à l'adaptation du diplôme, qu'est-ce qu'on a dit? Les SPS, les évaluations par les SPS, donc, favorisent une meilleure collaboration au sein d'une équipe pédagogique. On a une entrée par la capacité professionnelle qui favorise le lien et peut-être les échanges avec les professionnels. En SPS, on a une participation également à l'évaluation par les professionnels qui est plus importante, plus présente, peut-être favorisée aussi par cette évaluation par la compétence, que les professionnels comprennent mieux. Ce que l'on a dit également, c'est que rien n'empêche finalement, on le redit, c'était dit ce matin, mais on le redit, rien n'empêche à un CFA de mettre en œuvre une évaluation de type SPS sur une formation modulaire. Si on veut reprendre pour un bac pro ce que l'on fait sur un brevet professionnel avec les SPS, c'est tout à fait possible, rien ne l'empêche. Alors par rapport, bien sûr, quand on a dit ça, c'est quand même, ça bouscule un petit peu. Il n'y a pas d'enseignants aujourd'hui, donc voilà, s'il y en a une, mais elle dit rien, elle m'écoute pas. Donc ce que l'on a dit, c'est qu'il fallait accompagner, sans doute, mettre en place un accompagnement des équipes dans l'établissement, déjà pour faire prendre conscience de cette marge d'autonomie rendue possible par le texte en apprentissage, et puis pour valoriser ces autonomies, cette ou ces possibilités d'autonomie dans la mise en œuvre de la formation. Après, donc, on est passé un petit peu sur le développement quantitatif aussi de l'apprentissage. On a parlé d'ambassadeurs de l'apprentissage, que les apprentis sont souvent les premiers ambassadeurs de l'apprentissage, mais que les maîtres d'apprentissage pouvaient aussi être d'excellents ambassadeurs. On l'a évoqué un petit peu aussi ce matin, 60, 70, 80% des maîtres d'apprentissage sont prêts à repartir. Et sans doute qu'il faut plus valoriser cette situation. Je sais pas, en faisant des réunions, moi je sais que sur mon établissement, je l'ai fait avec la Chambre d'agriculture, inviter des entreprises, donc elles viennent pas, inviter des entreprises susceptibles d'être intéressées par l'accueil d'apprentis. Éviter d'inviter ou que l'entreprise, le maître d'apprentissage malheureux avec une précédente expérience ne soit présent dans la salle. Voilà, c'est accompagner les maîtres d'apprentissage à devenir ou à rester maîtres d'apprentissage. On a abordé, on a abordé la sécurité également. Le conseil. Oui. Tous les aspects accompagnement, conseil, entreprise. Donc c'est vrai pour les aspects travaux réglementés. C'est vrai également pour tous les aspects gestion des ressources humaines. On est sur des petites entreprises, et souvent en exploitation agricole, même l'apprenti est le premier salarié. Les entreprises, les maîtres d'apprentissage découvrent le code du travail avec le premier apprenti. Et c'est vrai que alors c'est un frein à la signature des contrats, c'est sûr, parce que les entreprises en général ont comme premier réflexe de s'adresser au CFA où sera inscrit l'apprenti. Et on n'est pas toujours à même, soit physiquement présent à la minute où le futur employeur d'apprentis veut avoir une réponse à sa question, voire même pas à même de répondre tout court à des questions très, très, très précises, très fines sur le droit du travail.
Donc, et même chose pour tous les aspects sécurité, même si là, on est quand même d'accord pour dire que la sécurité, ça fait partie quand même de quelque chose qui est présent normalement et qui doit être très maîtrisé par nos établissements, d'un point de vue pédagogique. Mais bon, encore faut-il pouvoir avoir un relais dans l'établissement pour passer de l'enseignement de la sécurité du conseil au maître d'apprentissage. Après, on a aussi parlé, toujours pour améliorer le recrutement, on a parlé de l'accompagnement des jeunes après le premier contact avec l'établissement, avec des phases de validation du projet du jeune, avec des phases d'ateliers de recherche d'emploi, d'élaboration de CV, d'élaboration, enfin de mise à disposition de recherche, de coordonnées d'entreprises susceptibles d'accueillir le jeune. Ensuite, au niveau pour les marges de progression, moi j'ai noté ça. Tu as autre chose? Bon. Au niveau des freins, donc moi j'ai noté donc la participation des professionnels aux séances de travail, par exemple pour la mise en place d'un plan d'évaluation avec les SPS, la participation des professionnels à l'évaluation, ce sont souvent les mêmes, hein, donc ça veut dire que le vivier il est un petit peu juste, et du fait que ce soit toujours un petit peu les mêmes, on fonctionne, on finit par fatiguer les gens, donc par les perdre. Et puis bon, ça manque sans doute un petit peu d'exhaustivité à partir d'un certain moment. Et puis aussi au niveau des freins, la référence au modèle scolaire. Bon, on revient à ce que je disais au début sur l'évaluation avec les SPS. Voilà, on a sans doute dans nos EPL et dans nos CFA agricoles publics, de ce fait, une référence modèle scolaire qui n'est pas loin, qui rassure, hein, et qui doit limiter un petit peu les innovations. Voilà. Donc on va retrouver des problématiques, on va dire, similaires. Donc nous, on a abordé, en fait, on a fait un tableau, les plus, les moins, et donc on reprend par thème. En premier lieu, l'orientation, comment capter le public, voilà. Qui vont être nos apprenants? Quels sont les freins? Qui nous les envoie? Qui nous les adresse? Ont-ils vraiment connaissance de nos missions, de nos métiers, de la valeur ajoutée de l'apprentissage? Et force est de constater qu'il y a encore beaucoup de freins pour que le public nous soit adressé. Donc on va nommer l'éducation nationale, hein, tout simplement. Des constats, hein, des jeunes qui qui ont le droit maintenant de choisir l'apprentissage en premier vœu d'orientation, mais ça n'est que de cette année. C'est-à-dire que des jeunes qui, par exemple, on avait un cas d'un jeune fils d'un horticulteur qui voulait donc faire une formation production horticole par apprentissage, qu'il a marqué en premier vœu sur sa fiche, et tout simplement a été refusé. Voilà, hein, on l'a adressé dans un établissement d'éducation nationale. Donc c'est une bataille. Donc ça déjà, c'est pas admissible. Donc et c'est comme ça souvent. On a beaucoup de mal à adresser les établissements d'éducation nationale pour vendre nos formations, ou en tout cas pour offrir une information large, juste, en prenant toujours au cœur du dispositif de formation le jeune. Il s'agit bien de l'intérêt supérieur du jeune. Voilà. Et là, on a beaucoup de mal à faire passer l'information. Témoignage de Victor, qui n'avait pas connaissance forcément des dispositifs d'apprentissage, hein, pour un métier qu'il avait choisi pour 2 filières, hein, la production horticole. Hein, c'était ça, Victor, hein, ou l'élevage, c'était ça aussi. Tu avais deux pistes, voilà, qui du coup n'a pas eu l'information au niveau de son établissement d'origine, n'a pas su ou pu trouver l'information sur divers supports pour savoir quels étaient les différents établissements possibles, adressables, et en tout cas quelle était la meilleure voie pour toi. Et qui donc a rempli sa fiche, voilà, c'était un lycée, c'était naturel. Donc là, il y a vraiment une complexité à connaître tous les dispositifs de formation. Donc, au regard de nos différentes expériences sur les établissements, en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment infiltrer
Infiltrer les prescripteurs. Qui sont les prescripteurs? Il y a le jeune, il y a ses parents, il y a les professeurs principaux. Moi, j'ai une lueur d'espoir dans mon expérience professionnelle récente, c'est-à-dire que je trouve que les professeurs principaux prennent vraiment au sérieux maintenant l'orientation de leurs jeunes et n'hésitent pas à nous appeler. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et où je rajouterais que c'est vraiment positif, c'est qu'ils ne nous adressent pas seulement les jeunes en difficulté. Ça nous change un peu. Puisque souvent, l'apprentissage, c'est quand même la voie de garage. Tu n'es pas capable d'aller au lycée, tu poses problème, donc on t'envoie en apprentissage. C'est en train de changer quand même. Voilà. Donc, l'orientation, capter le public, infiltrer les établissements, infiltrer les professeurs principaux, peut-être partager nos pratiques à ce niveau-là. On commence à être plusieurs troublions à le faire en direct. On met en place des choses. Ce serait bien de le faire à plusieurs et de le faire de façon au national, quoi, je crois. Je crois qu'il faut... Je le compare un petit peu au locavore. À un moment donné, la grande distrie, il faut passer à côté, quoi. Parce que le message est forcément vicié. Bon, après, c'est une conviction personnelle, mais je pense que ça nous aiderait à recruter. Donc, on a parlé aussi, pour capter le public, de faire des stages d'immersion sur les établissements. L'Éducation nationale nous offre la possibilité de faire découvrir aux jeunes des métiers sur les stages obligatoires en 3e. On peut les accueillir sur nos établissements, dans nos ateliers, parce que souvent, ils ne savent pas où les caser. Souvent, le petit fait un stage dans l'entreprise des parents, à proximité, et pas vraiment vers un choix de métier, ou en tout cas ouvert à la découverte. Donc ça, c'est peut-être un moyen aussi. Des partenariats consolidés. Nous avons tous des prescripteurs, donc les jeunes, les parents, les missions locales, l'éducation nationale, les CIO. Les CIO qui, pour beaucoup, ne connaissent pas nos métiers. Voilà, enfin, et pour être même des professionnels avertis, pour connaître tous les métiers, toutes les filières, toutes les voies de formation, enfin, faut quand même faut faire ça toute sa vie, quoi. Hein, voilà. Donc, première chose, l'orientation, la captation des jeunes, le choix que l'on a et comment on travaille avec ces jeunes et comment on se donne l'opportunité d'avoir un public varié et qui va vers le haut, vers la voie de l'excellence aussi. 2, la complétude de formation. Plusieurs remontées terrain des jeunes, de nos collègues, pour dire que les établissements ne sont pas toujours dotés des équipements nécessaires pour permettre la complétude de formation au niveau de tout ce qui est travaux pratiques. C'est-à-dire que si le jeune, prenons un cas concret du paysage qui revenait souvent dans nos discussions, un jeune qui va être dans une entreprise qui ne fait que de l'entretien, et c'est très bien, ça fait partie du métier, mais qui n'aura pas accès à la création, si l'établissement dans lequel il est sur les phases de travaux pratiques ne peut pas n'a pas l'équipement nécessaire ou les projets pédagogiques qui vont avec pour faire de la création, la préparation au concours, ce que l'on trouve sur nombre d'établissements, eh bien c'est compliqué pour offrir à ce jeune cette complétude de formation. Voilà. Nécessité donc d'avoir des chantiers en extérieur. Nous étions plusieurs à relater le bénéfice de ces chantiers pédagogiques, que vous les appellerez comme vous voudrez, mais en tout cas où les jeunes pratiquent, mettent en avant leurs compétences, où il y a une reconnaissance du public, hein, voilà, des chantiers pédagogiques, par exemple, on disait dans le privé, dans des hôtels, sur des salons, etc. Et là, c'est une autre façon de présenter l'apprentissage. C'est un autre prisme. On passe par l'œuvre paysagère, par exemple, on passe par des travaux réalisés, on passe par des chantiers, on passe par un savoir-faire, par l'excellence. Et là, peut-être, on peut faire un lien avec l'artisanat. L'artisanat, en général, est beaucoup plus valorisé. Enfin, voilà. Les métiers de l'artisanat, ils ont quand même une com qui est beaucoup plus forte que nous, je trouve, au niveau de l'agriculture. Et c'est vrai que quand on passe par la réalisation des jeunes, quand les gens voient la réalisation des jeunes, c'est autrement plus valorisant pour un métier. Donc peut-être à développer aussi. On a parlé aussi en point négatif de la concurrence avec le privé. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, il n'est pas du tout évident d'aller s'exprimer sur des chantiers extérieurs parce que les entreprises le prennent comme une concurrence. D'où la nécessité de communiquer. Moi, j'ai un cas concret, il y a 2-3 ans maintenant, j'avais monté un chantier pédagogique dans un hôtel Ibis où nous avons mis en place un chantier paysager dans la cour intérieure de l'hôtel. Et on a fait toute une com
Donc Ibis, c'est quand même c'est un groupe, quoi, c'est un gros groupe. Hein. Et Accor. Et donc on a fait toute une com autour de la gestion de l'eau, autour des végétaux de proximité, etc., etc. Et on l'a diffusé au niveau des clients, dans chaque chambre et au niveau de la ville. Ce qui fait que les paysagistes qui, au départ, auraient pu le prendre comme une concurrence, l'ont pris comme quelque chose de valorisant par rapport à leur métier, par rapport à la façon de gérer, par rapport à l'innovation. Et ça n'a pas été mal pris. Voilà. D'autres ne connaissent pas ces situations d'écosystème et de valorisation. D'autres ne peuvent pas intervenir et n'interviennent que dans des établissements publics. Donc, une bataille au quotidien pour ne pas être en concurrence, mais pour faire en sorte qu'on aille tous vers la valorisation du métier. Voilà. Nous avons parlé aussi des freins par rapport à la sécurité, voilà, les travaux dangereux, toute la complexité de la gestion des RH, des contrats de travail, etc. On ne l'a pas abordé ensemble, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait davantage de petits livrets ou de choses pratiques à remettre aux maîtres d'apprentissage, voilà, qu'il y ait un petit pense-bête. Alors, il existe le guide de l'apprentissage, etc. Mais peut-être quelque chose de personnalisé par rapport à l'établissement, au suivi, aux personnes ressources. Bref, il y a un souci, on sait qui appeler, on sait quoi faire. Parce que souvent, les maîtres d'apprentissage sont un peu démunis, en tout cas au départ. Et tant qu'on n'a pas passé cette première expérience positive avec un apprenti, ben, on rame un peu. Hein, en général, dans 8 cas sur 10, ils reviennent, ils nous reprennent des jeunes. Mais il faut passer le cap, soit du premier apprenti, soit du dégoût d'un apprenti. C'est pas très bien passé, il faut passer 2-3 ans avant qu'ils reviennent et qu'ils accordent à nouveau leur confiance au CFA et aux jeunes. En troisième point, l'accompagnement nécessaire des jeunes. Alors là, l'accompagnement avant le placement, c'est-à-dire dès le premier contact avec le jeune, la nécessité d'avoir un accompagnement, marquage à la culotte, j'appelle, c'est-à-dire sur quelle entreprise cibler, quel projet, comment accompagner le jeune dans sa candidature, comment doit-il se présenter, son CV, sa lettre, matcher avec l'entreprise, et avant, et après, et pendant. Et ça, c'est super nécessaire. Mais alors, ça demande des moyens incroyables, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et beaucoup d'établissements ne l'ont pas. L'accompagnement des équipes pour gérer aussi ces jeunes au quotidien, dans leur pratique, et les jeunes qui sont et les jeunes sur des publics par exemple avec des reconnaissances TH, avec des difficultés particulières, des jeunes issus de milieux différents et de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il faut vraiment là qu'il y ait un vrai travail de synergie, travail en équipe, de communication, de partage autour du jeune. En gros, à chaque jeune correspond un projet d'orientation et de suivi. Et en plus avec une entreprise avec des envergures et des moyens différents. Donc toujours le jeune au centre en fait. Hein. Nous avons aussi mis un point d'honneur sur les missions d'accueil et d'insertion, donc des publics différents, TH on en a parlé. La nécessité d'avoir un accompagnement social aussi, on entend par là, le jeune il faut qu'il ait un contrat, il faut qu'il ait le niveau pour entrer en formation, il faut qu'il signe, mais aussi il faut qu'il se loge, il faut qu'il se déplace. Donc ça veut dire que là aussi, il y a besoin de l'accompagner personnellement. Comment il va faire, quels horaires de bus, petite voiturette sans permis, BSR, logement chez l'habitant, qu'est-ce qui est accessible ou pas. Et ça, si on ne fait pas le tour de la question avec le jeune et la famille, eh ben, ça ne se fait pas, ça ne se signe pas. Donc qui le fait, comment, quel temps, quels moyens. Donc en conclusion, nécessité d'occuper le terrain pour placer l'apprentissage, nos formations, valoriser nos métiers, nos jeunes, notre savoir-faire, mutualiser nos expériences. En fait, on se disait qu'on pourrait se voir plus souvent pour mettre des plans d'action de plus grande envergure plus souvent. Partager nos success stories, peut-être davantage communiquer, parce qu'on a commencé ce matin en listant tous les points négatifs et le coup de gueule de Didier, mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent aller bien. Il faut toujours que le jeune soit au cœur du projet professionnel et qu'il sache se projeter dans le métier, qu'on l'aide justement à se projeter. Parce que toute la difficulté, c'est qu'un jeune puisse trouver sa voie en imaginant qu'il puisse être heureux un temps de sa vie dans un métier. Donc c'est pas facile. Donc il faut vraiment là aussi travailler très en lien avec les professionnels qui sont quand même plus à même que nous pour transmettre leur passion. Et c'est pas toujours évident d'avoir des temps d'échange avec des professionnels.
Donc, quid des moyens que l'on donne à l'apprentissage sur les missions de développement et d'accompagnement? Quid des budgets, des profils ciblés pour faire ces missions-là et du travail en équipe nécessaire? Bon, c'est plein d'espoir, mais en fait, il faudrait tous qu'on aille dans le même sens, je pense, pour que ça porte un peu plus et qu'on soit plus nombreux, quoi. Voilà. Est-ce que dans le groupe, est-ce que tout est restitué? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, je me permets, on a parlé tout à l'heure d'infiltration, mais il y a sans doute des gens à infiltrer que vous n'avez pas cités, c'est le monde syndical enseignant. Surtout pour faire en sorte qu'ils ne soient pas contre, enfin, s'ils ne sont pas pour qu'ils ne soient pas contre l'apprentissage.